Mon père a laissé un message vocal, transférez l'argent maintenant, ou attendez-vous à un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu, allez-y. 48 heures plus tard, il y avait 24 appels manqués. Leur avocat, paniqué, suppliait pour avoir une réponse. Je suis Jenna Parker, j'ai 32 ans. Et ce soir d'octobre, le message vocal de mon père m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Transférez l'argent. Maintenant, ou attendez-vous à un appel de notre avocat. Sa voix a grondé à travers mon téléphone, froide et autoritaire. Ma main a tremblé, mais je n'ai pas hésité. J'ai tapé 2 mots en retour. Allez-y. 48 heures plus tard, mon téléphone vibrait avec 24 appels manqués. Son avocat suppliait. Pratiquement pour une réponse, sa voix brisée par la panique. Je n'ai pas répondu. Voyez-vous, mes parents pensaient qu'ils pouvaient me contrôler, ma carrière, mon avenir, tout cela grâce à une fiducie familiale qu'ils faisaient miroiter au-dessus de ma tête. Mais j'en avais fini de jouer leur jeu. Ce message vocal n'était pas seulement une menace. C'était l'étincelle qui a tout déclenché. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé ma vie, a révélé des secrets que je n'avais jamais vu venir et a coûté à mes parents plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste agi. Restez avec moi pour voir comment tout cela s'est déroulé. Vous ne croirez pas où se termine cette histoire. Si vous avez déjà tenu tête à la pression familiale, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton d'abonnement pour suivre mon parcours à travers ce chaos. Grandir dans la maison des haies, c'était comme vivre sous un microscope. Mon père, Robert Hay, était un investisseur immobilier à Jacksonville, un homme dont chaque mot avait le poids d'un contrat. Le succès n'était pas seulement attendu, il était exigé. À l'âge de 10 ans, il avait déjà tracé mon avenir. Un diplôme en commerce, un bureau de direction et une vie qui reflétait la sienne. Mes rêves de travailler dans les médias, de créer des histoires à travers l'image et le son, étaient rejetés comme des fantasmes enfantins. Tu me remercieras quand tu dirigeras une entreprise, disait-il, sa voix assez tranchante pour couper court à mes protestations. J'ai appris très tôt que discuter avec lui, c'était comme discuter avec un mur de briques, inutile et épuisant. Ma mère, Linda, était différente, mais pas moins piégée. Elle dirigeait une entreprise d'organisation d'événements, orchestrant des mariages somptueux et des galas d'entreprise avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand les exigences de mon père emplissaient la pièce, elle restait silencieuse, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Une fois, quand j'avais 12 ans, je l'ai supplié de me laisser rejoindre le club de cinéma de l'école. Elle a hésité, a jeté un coup d'œil à mon père et a murmuré, « Ce n'est pas pratique, Jenna. » C'était sa manière de faire. De douces dérobades qui me donnaient l'impression de l'avoir déçue, elle aussi. Son silence n'était pas un accord, mais ce n'était pas non plus de la défiance. C'était de la survie. L'école était ma seule échappatoire, mais même cela était conditionné. Mon père insistait pour que j'excelle en mathématiques et en économie, des matières qu'il jugeait utiles. Je passais des heures à la table de la salle à manger, ses yeux me fixant tandis que je luttais avec les équations. La médiocrité n'est pas une option, lançait-il si je faiblissais. Au lycée, je prenais des cours d'art en cachette, cachant des carnets de croquis sous mon lit, terrifié qu'il les trouve. Une nuit, il les a trouvés. Il a arraché les pages, les qualifiant de perte de temps. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me promettant de ne plus jamais le laisser voir ma passion. Mon frère, Timothy, de 3 ans mon aîné, semblait correspondre au moule que mon père voulait. Il a étudié la finance, a décroché un emploi dans une banque de Jacksonville et n'a jamais remis en question le chemin tracé pour lui. Lors des dîners de famille,
il hochait la tête pendant que mon père faisait des sermons sur les investissements et l'ambition. Mais j'entrevoyais autre chose. Des mâchoires crispées, des froncements de sourcils fugaces quand mon père ne regardait pas. Une fois, quand j'avais 16 ans, Timothy m'a trouvé en train de monter une courte vidéo sur mon ordinateur portable. C'est vraiment bien, a-t-il dit doucement, puis il a ajouté, ne laisse pas papa voir ça. Ces mots me sont restés. Pas seulement l'avertissement, mais la façon dont sa voix s'est adoucie, comme s'il comprenait le poids que je portais. La fiducie familiale était la chaîne invisible qui nous liait tous. Mon père contrôlait un fonds constitué de ses transactions immobilières, et il l'utilisait pour dicter nos choix. Quand j'ai eu 18 ans, il a proposé de payer mes études universitaires, mais seulement si je me spécialisais en commerce. Je voulais dire non, courir vers la vie que j'imaginais. Mais la fiducie était une bouée de sauvetage que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Je me suis donc inscrite à l'Université de Floride du Nord pour étudier le marketing, un compromis qu'il tolérerait, pensais-je. Il ne l'a pas fait. Le marketing, c'est de la poudre aux yeux, s'est-il moqué à ma remise de diplôme. Tu aurais dû te lancer dans la finance, comme Timothy. J'ai serré les dents, mais le ressentiment couvait. Avec le recul, ces années m'ont façonné d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai appris à cacher des parties de moi-même, à enterrer mes rêves sous des couches d'obéissance. Mais plus je me réprimais, plus ma détermination grandissait. Je ne me battais pas seulement pour une carrière. Je me battais pour le droit de définir ma propre vie. Au moment où j'ai quitté la maison à 22 ans, je pensais avoir échappé à l'emprise de mon père. J'avais tort. Son contrôle me suivait, tissé dans chaque décision, chaque euro lié à cette fiducie. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que Timothy, malgré sa conformité, menait sa propre rébellion silencieuse. Tout a basculé quand j'ai rencontré Matthew Brooks à un festival de musique de Jacksonville. J'avais 30 ans, pensant encore les blessures de des années de contrôle de mon père, quand je l'ai vu ajuster les tables de mixage pour le set d'un groupe local. Son sourire facile et sa confiance tranquille m'ont attiré. Ça t'intéresse, ce genre de choses, a-t-il demandé, me surprenant à observer. L'équipe de scène. J'ai hoché la tête timidement, avouant ma passion pour les médias. Au lieu de l'ignorer, il s'est illuminé. Tu devrais être là-haut, à faire en sorte que l'histoire se produise, a-t-il dit, en désignant la foule vibrante. Pour la première fois, quelqu'un me voyait. Pas la version que mon père voulait, mais la vraie moi. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant nos rêves autour d'un café de festival bon marché. Matthew, un ingénieur du son, vivait pour la musique et la liberté, indifférent au échelon de l'entreprise. Ces mots sont restés, la vie est trop courte pour vivre le plan de quelqu'un d'autre. Quelques mois plus tard, j'ai invité Matthew à un dîner de famille chez mes parents, espérant partager mon bonheur. J'aurais dû m'en douter. La table était mise pour l'attention, pas pour la célébration. Mon père était assis en bout de table, ses yeux se plissant tandis que je présentais Matthew. Alors, vous êtes le technicien du son? A-t-il dit, son ton dégoulinant de dédain. Ça doit être dur de joindre les deux bouts avec des concerts. J'ai senti mon visage brûler, mais Matthew a simplement souri, imperturbable. J'aime ce que je fais, a-t-il répondu calmement. Et ça paie les factures. Mon père a reniflé, se lançant dans un sermon sur les vraies carrières et la stabilité. Il ne sait pas arrêter là. Jenna a besoin de quelqu'un de stable, a-t-il dit, comme si je n'étais pas assise juste en face de lui. J'ai serré ma fourchette, me forçant à parler, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Ma mère est restée silencieuse, les yeux fixés sur son assiette.
J'avais espéré une lueur de soutien, un signe de tête, n'importe quoi, mais elle n'a rien offert. Maman? Ai-je dit doucement. Tu ne trouves pas que le travail de Matthew est intéressant? Elle a levé les yeux, ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. C'est différent, a-t-elle marmonné, à peine audible. Son silence m'a blessé plus que les mots de mon père. J'ai regardé Timothy, mon frère, assis de l'autre côté de la table. Il avait toujours été l'obéissant. Mais je pensais qu'il pourrait me soutenir. Au lieu de cela, il s'est agité, mal à l'aise, marmonnant quelque chose sur le travail et changeant de sujet. « Comment ça va à la banque, Tim ?» a demandé mon père. Et juste comme ça, la conversation a continué, nous laissant, Matthew et moi, sur le carreau. Après le dîner, Matthew m'a serré la main sous la table. « Je vais bien » a-t-il murmuré. Mais moi, non. En rentrant à la maison, je n'arrivais pas à me défaire de la colère. « Pourquoi n'as-tu pas répliqué plus fermement ?» lui ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Il a soupiré. Je ne voulais pas empirer les choses pour toi. Son calme n'a fait que me frustrer davantage. J'avais l'impression de me battre seul, prise entre les attentes de ma famille et la vie que je voulais avec lui. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, rejoignant le ricanement de mon père, le silence de ma mère, l'esquive de Timothy. J'avais fait entrer Matthew dans mon monde, en espérant qu'il verrait ce que je voyais en lui. Au lieu de cela, ils l'ont rejeté, lui et moi, sans une seconde pensée. Ce n'était pas seulement à propos de ce dîner. C'était à propos d'eux. Chaque moment où je les avais laissés me définir. Quelque chose devait changer. Les vrais ennuis ont commencé quand mes parents ont investi dans ma start-up médiatique. J'avais passé des années à construire mon entreprise, une petite société de Jacksonville, créant des vidéos promotionnelles pour les entreprises locales. C'était ma bouée de sauvetage, la preuve que je pouvais poursuivre ma passion malgré le dédain de mon père. Mais quand les liquidités se sont resserrées, j'ai commis l'erreur d'accepter leur aide. Mon père n'a pas seulement offert de l'argent, il a offert la fiducie familiale, un fonds bâti sur son empire immobilier. Je pensais que c'était un geste de confiance. J'avais tort. Nous sommes partenaires maintenant, a-t-il dit, son sourire ressemblant plus à un contrat qu'à de la gentillesse. À partir de ce moment, chaque décision que je prenais devait passer par son approbation. Vouloir embaucher un nouveau monteur? Il exigeait son CV. Vouloir proposer une campagne audacieuse. Il l'a rejeté comme étant trop risqué. Mon entreprise, mon rêve, m'échappait, lié à son contrôle. Les choses ont empiré quand Matthew et moi avons commencé à planifier notre mariage. Nous avions fixé une date pour le printemps suivant, rêvant d'une cérémonie simple dans un parc de Jacksonville. J'ai été assez naïf pour penser que mes parents seraient heureux pour moi. Au lieu de cela, mon père m'a convoqué dans son bureau, un espace stérile tapissé d'actes de propriété. « Tu dois reporter le mariage » a-t-il dit, se penchant en arrière sur sa chaise. « Ton entreprise n'est pas assez stable. Concentre-toi sur les affaires. » Je l'ai regardé, abasourdi. « Papa, c'est ma vie, pas une réunion de conseil d'administration, » ai-je répliqué. Ses yeux se sont plissés. « La fiducie finance ta vie, » a-t-il dit. « Si tu veux la garder, tu écouteras. » La menace planait lourdement. Épouser Matthew, et il couperait les vivres à mon entreprise. J'ai senti ma poitrine se serrer, le poids de ces mots m'écrasant. Je me suis tourné vers Matthew ce soir-là, m'attendant à ce qu'il partage mon indignation. « Tu te rends compte ?» ai-je demandé, arpentant notre appartement. Matthew a froncé les sourcils, sa voix posée. « Il bluffe, Jenna. Il ne laissera
Pas ton entreprise échouée. C'est son argent aussi. Mais je n'en étais pas si sûr. Mon père ne bluffait pas. Il calculait. Chaque euro de la fiducie était assorti de conditions. Et maintenant, ces conditions se resserraient autour d'eux. Mon avenir avec Matthew. J'ai refusé de reporter le mariage. C'est notre choix, ai-je dit à mon père lors d'un appel houleux. Tu n'as pas à décider de ça. Sa réponse a été glaciale. Provoque-moi, et je retirerai chaque centime. Tu n'auras plus rien. La ligne est devenue silencieuse, me laissant tremblante. De colère et de peur. Mon entreprise, mon rêve, était en jeu, et ma relation aussi. Plus tard cette semaine-là, ma mère m'a envoyé un texto. Je suis désolé. Pour ton père, disait-il. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. J'ai fixé l'écran, le cœur serré. C'était le même vieux schéma, ses excuses silencieuses. Jamais assez fortes pour le défier. Maman, pourquoi ne peux-tu pas lui tenir tête, ai-je tapé en retour, mes doigts tremblants. Elle n'a pas répondu. Son silence, comme toujours, en disait plus long que les mots. Je voulais crier, là. Supplier de voir à quel point cela me faisait mal, mais je savais que c'était inutile. Elle avait choisi son camp il y a longtemps, et ce n'était pas le mien. Matthew m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, promettant que nous trouverions un moyen de nous en sortir. Mais la peur persistait. La menace de mon père n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de me briser, de me forcer à me plier à sa volonté. Je ne savais pas combien de temps encore je pourrais me battre. Au printemps, mon monde a été bouleversé. Je pensais que Matthew et moi pourrions surmonter la tempête des menaces de mon père de retirer le financement de ma start-up médiatique. Nous avions déjà fait face à son contrôle, à ses exigences de reporter notre mariage, à son emprise sur mon entreprise, mais je croyais que notre amour était plus fort. Puis un soir, tout a changé. Matthew est rentré d'un concert des heures plus tard que d'habitude, le visage pâle, sa confiance habituelle remplacée par une ombre que je ne pouvais pas déchiffrer. Il avait rencontré quelqu'un, mais il ne voulait pas dire qui. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, sa voix basse, presque brisée. Je me suis assise sur le canapé, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il arpentait la pièce. Je ne peux plus faire ça, Jenna, a-t-il dit, évitant mon regard. Tu vaux mieux sans moi. Je te rends ta liberté. Je me suis figé, ces mots me transperçant comme une lame. De quoi parles-tu? Ai-je exigé, me levant, la voix tremblante. Est-ce à propos de mon père? S'est-il passé quelque chose aujourd'hui? Il a secoué la tête, la mâchoire serrée, mais n'a offert aucune explication. Je ne suis tout simplement pas assez bien pour toi, a-t-il marmonné en attrapant sa veste. Avant que je puisse l'arrêter, il est sorti. La porte s'est refermée, me laissant seul dans notre appartement, le silence assourdissant. Mon esprit s'emballait. Matthew n'avait jamais été aussi distant. Pourquoi maintenant? Que s'était-il passé pendant ces heures où il était parti? Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. J'ai passé cette nuit à rejouer ces mots, à chercher des réponses. Te rendre ta liberté. Cela n'avait aucun sens. Nous nous étions tant battus pour construire une vie ensemble, pour tenir tête au contrôle de mes parents. Pourquoi m'abandonnerait-il maintenant? Je l'ai appelé, lui ai envoyé des textos, les supplié de m'éclairer, mais mon téléphone est resté silencieux. Le matin, ma colère s'est transformée en désespoir. L'appartement que nous avions partagé ressemblait à une cage, chaque recoin gardant des souvenirs de nous planifiant notre mariage, riant devant des plats à emporter tard le soir. Je ne pouvais pas rester là. J'ai fait un sac et j'ai conduit jusqu'à chez Caitlin Walsh, ma
Meilleure amie et avocate immobilière à Jacksonville. J'ai besoin d'un endroit. Où dormir, lui ai-je dit, ma voix tenant à peine. Caitlin n'a pas posé de question. Tu restes avec moi, a-t-elle dit en me prenant dans ses bras. Son appartement est devenu mon sanctuaire, un endroit pour respirer loin de la portée de mes parents et de l'écho de l'adieu de Matthew. Le lendemain matin. Autour d'un café, j'ai déversé ma douleur à Caitlin. Il est juste parti, ai-je dit, mes mains tremblant autour de la tasse. Il n'a même pas voulu me dire. Pourquoi? Il est parti tout l'après-midi rencontrer quelqu'un, puis il revient. Et met fin à tout. Les yeux de Caitlin se sont plissés. Ça ne ressemble pas à Matthew, a-t-elle dit. Quelque chose ne va pas. A-t-il dit quelque chose sur la personne qu'il a vue? J'ai secoué la tête, le nœud dans ma poitrine se resserrant. Il ne voulait pas parler. Il a juste dit qu'il n'était pas assez bien pour moi. Caitlin s'est penchée en avant, sa voix ferme. Jenna, tu le connais. Il n'abandonne pas facilement. Quelqu'un l'a atteint. Ces mots ont allumé une lueur de doute. Était-ce mon père? Ma mère? Je ne savais pas, mais le soupçon me rongeait, alimentant à la fois ma douleur et ma détermination. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de chagrin et de questions. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Matthew, la façon dont il ne pouvait pas croiser mon regard quand il est parti. J'ai pensé aux menaces de mon père de retirer le financement, à son insistance sur le fait que je n'avais pas besoin de distraction comme un mariage. Les excuses silencieuses de ma mère, jamais soutenues par des actes, résonnaient dans mon esprit. Avait-il fait quelque chose pour le pousser à partir? Je voulais les confronter, exiger des réponses. Mais je n'avais aucune preuve, seulement une intuition que l'absence de Matthew n'était pas uniquement son choix. La nuit, dans la chambre d'amis de Caitlin, je restais éveillé, rejouant chaque moment, chaque dispute avec mes parents. Le poids de leur contrôle sur mon entreprise, mes rêves. Maintenant, mon cœur m'écrasait. Mais quelque chose a changé en parlant avec Caitlin. Elle ne m'a pas laissé m'apitoyer sur mon sort. Tu n'es pas défini par leurs règles, a-t-elle dit un soir, me tendant un verre de vin. Ni par la décision de Matthew. Tu es Jenna Parker et tu as construit quelque chose d'incroyable avec ton entreprise. Ne les laisse pas te prendre ça. Ces mots m'ont frappé. Durement. J'étais blessée, perdue, mais pas impuissante. Mon père pensait pouvoir dicter ma vie avec son argent. Matthew pensait que partir me sauverait de ce à quoi il faisait face. Mais je n'étais pas un pion dans leur jeu. J'ai décidé sur le champ de me battre pour mon entreprise, mes rêves et mon avenir. Selon mes propres termes. Personne, pas même les gens que j'aimais, ne me contrôlerait plus. Assise dans l'appartement de Caitlin, j'ai décidé de me battre pour ma liberté. Ma start-up médiatique, la seule chose dans laquelle j'avais mis tout mon cœur, était toujours sous la coupe de mon père par le biais de la fiducie familiale. Caitlin, l'avocate pragmatique, a vu le feu dans mes yeux. Nous pouvons te sortir de là, a-t-elle dit, étalant des documents juridiques sur la table de sa cuisine. La fiducie est compliquée, mais il y a un moyen de te transférer légalement la propriété. Elle a exposé le processus. Nous devions prouver l'indépendance de l'entreprise, déposer une demande de rachat de leur part. Obtenir un financement pour remplacer leur investissement. Cela semblait intimidant, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Faisons-le, ai-je dit, la voix posée. L'obstacle suivant était d'obtenir les détails financiers de la fiducie. C'est là que Timothy est intervenu. Il est arrivé chez Caitlin à l'improviste, son habituelle attitude de banquier tiré à 4 épingles remplacé par quelque chose de plus doux. J'ai vu comment papa t'a traité, a-t-il dit, s'asseyant en face de moi.
Ce n'est pas juste. J'étais abasourdi. Timothy avait toujours joué selon les règles de mon père. Mais me voir m'effondrer après avoir perdu Matthew avait changé quelque chose en lui. Je peux te procurer les relevés bancaires de la fiducie, a-t-il offert doucement. Ça montrera leur participation dans ton entreprise. J'ai hésité, sachant que cela pourrait le mettre en conflit avec nos parents. Tu es sûr, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Tu mérites d'être libre. Jenna. Pour la première fois, j'ai vu mon frère comme un allié, pas seulement comme un spectateur. Timothy a tenu sa promesse. Il m'a glissé une clé USB avec des relevés de compte et des registres d'investissement, tous extraits de son système bancaire. Les chiffres confirmaient ce que je craignais. Le contrôle de mon père sur mon entreprise n'était pas seulement émotionnel. Il était contractuel, avec des clauses liant mes décisions à son approbation. Armé de cela, Caitlin m'a mis en contact avec Patricia Foster, une employée de banque spécialisée dans les transferts d'entreprise. Ce ne sera pas facile, a prévenu Patricia lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau. L'investissement de vos parents leur donne un avantage, mais nous pouvons rédiger un accord de rachat. Elle m'a guidé à travers la paperasse, expliquant comment restructurer la propriété de l'entreprise. J'ai passé des nuits blanches à examiner chaque détail, déterminé à bien faire les choses. L'expertise calme de Patricia m'a permis de garder les pieds sur terre. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit, en me tendant les formulaires finaux à signer. Avec la paperasse prête, j'ai dû faire face à l'étape la plus difficile, affronter mes parents. Je les ai appelés chez eux, l'estomac noué. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, son expression illisible, tandis que ma mère s'agitait à côté de lui. Je vous rachète vos parts dans mon entreprise, ai-je dit, forçant ma voix. Restez ferme. J'ai le financement et la paperasse est prête. Les yeux de mon père se sont plissés. Tu fais une erreur, Jenna, a-t-il dit. Tu vas tout gâcher sans mon soutien. Ma mère est restée silencieuse, les mains étroitement jointes. Maman, dit quelque chose, ai-je insisté, mais elle a seulement secoué la tête. L'air était lourd de tension, leur désapprobation palpable. Je savais qu'ils ne lâcheraient pas facilement, mais j'étais prête pour le combat. Mon entreprise, ma vie, était à moi de la reconquérir. La réunion dans le bureau de Stephen Clark a marqué la fin de leur contrôle. J'avais passé des semaines à me préparer, animé par une détermination qui s'était endurcie depuis que j'avais refusé les exigences de mes parents. Caitlin avait travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque document était irréprochable. Nous étions assises dans le bureau de Stephen, un espace élégant du centre-ville de Jacksonville, attendant l'arrivée de mes parents. Stephen Clark, un avocat expérimenté réputé pour gérer des litiges à enjeux élevés, avait accepté de superviser la réunion. Prête pour ça? M'a-t-il dit, sa voix calme mais ferme. J'ai hoché la tête, serrant le dossier de paperasse qui allait séparer mon entreprise de la fiducie familiale. Mon estomac se nouait, mais je n'allais pas reculer. Mon père est entré le premier, la posture rigide, les yeux balayant la pièce comme s'il en était le propriétaire. Ma mère a suivi, son expression un mélange d'anxiété et de résignation. De quoi s'agit-il, Jenna? A demandé mon père, son ton sec alors qu'il s'asseyait en face de moi. J'ai pris une profonde inspiration, croisant son regard. Je retire votre investissement de mon entreprise, ai-je dit, la voix posée. Je n'ai plus besoin de votre argent. J'ai obtenu un nouveau financement et la paperasse est complète. J'ai fait glisser les documents sur la table. Le visage de mon père s'est assombri. Mais les yeux de ma mère se sont écarquillés, ses mains se tordant sur ses genoux. Tu jettes tout ce que nous avons construit pour toi, a dit mon père. Sa voix basse et dangereuse. Papa,
Tu n'as pas construit mon entreprise, ai-je répliqué. C'est moi qui l'ai fait. La pièce s'est tendue alors que mon père se penchait en avant. Tu penses que tu peux simplement t'en aller comme ça? A-t-il dit. Je te poursuivrai pour rupture de contrat. Tu perdras tout. Caitlin n'a pas scié. Il n'y a pas de rupture, a-t-elle dit, sa voix coupant. Ça menace. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti une pile de papiers. L'accord de rachat est conforme aux termes de la fiducie. Jenna a rempli toutes les obligations légales. Elle a remis des copies à Steven, qui les a examinées. Avec un hochement de tête. Elle a raison, a dit Steven, en regardant mon père. Les documents sont inattaquables. Jenna a le droit de racheter vos parts. Et elle a obtenu les fonds pour le faire. La mâchoire de mon père s'est crispée. Son contrôle habituel lui échappant. Je pouvais voir la colère dans ses yeux. Mais pour une fois, cela ne m'a pas ébranlé. Ma mère a finalement parlé, la voix tremblante. Jenna, s'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons arranger ça en famille. Je me suis tourné vers elle, le cœur endolori mais résolu. Maman, tu as eu des années pour me défendre, ai-je dit. Tu as choisi le silence à chaque fois. J'en ai assez d'attendre que tu changes. Son visage s'est décomposé, mais elle n'a pas argumenté. Mon père, cependant, n'avait pas terminé. Tu fais une erreur, a-t-il dit, la voix s'élevant. Tu échoueras sans nous. Tu n'es pas assez forte pour faire ça seule. Ces mots m'ont piqué, faisant écho à chaque doute que j'avais jamais eu. Mais je n'étais plus cette fille effrayée. Je ne suis pas seule, ai-je dit, jetant un coup d'œil à Caitlin. Et je suis plus forte que tu ne le penses. Caitlin a pris le relais, exposant les démarches juridiques que nous avions entreprises. Elle a expliqué comment le nouveau financement, obtenu par l'intermédiaire d'un groupe d'investissement local, remplaçait les fonds de la fiducie. Elle a détaillé le transfert de propriété, garantissant que mon entreprise était à nouveau entièrement la mienne. Mon père a essayé d'interrompre, mais Steven a levé la main. Laissez-la finir, a-t-il dit fermement. Caitlin a continué, sa confiance inébranlable. Toute tentative de contester cela en justice échouera, a-t-elle dit. Nous avons consulté des experts, examiné chaque clause et suivi chaque réglementation. L'entreprise de Jenna est la sienne, libre et sans entrave. J'ai regardé l'expression de mon père passer de la colère à une prise de conscience réticente. Il n'avait pas l'habitude de perdre, mais il n'avait plus aucun levier. Je me suis levé, sentant le poids des années se soulever de mes épaules. Ce n'est pas une question de vengeance, ai-je dit en regardant mes deux parents. C'est une question de ma vie. J'ai construit mon entreprise et je la protégerai. Je n'ai besoin ni de votre approbation, ni de votre argent. Mon père m'a regardé, son silence plus bruyant que n'importe quelle menace. Ma mère a tendu la main vers la mienne, ses yeux suppliants. Jenna, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux. Pour toi, a-t-elle dit doucement. Je me suis retiré. Non, maman. Vous vouliez le contrôle. C'est fini maintenant. La finalité de mes mots flottait dans l'air, et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. En quittant le bureau de Steven, Caitlin m'a serré l'épaule. Tu l'as fait, a-t-elle dit. Un fier sourire sur son visage. J'ai hoché la tête, mais la victoire était douce amère. J'avais repris mon entreprise, ma vie, mais au prix de ma famille. Le contrôle de mes parents m'avait défini pendant si longtemps, mais je m'étais libéré. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes. 8 mois plus tard, je me tenais dans un parc de Jacksonville, prêt à prendre un nouveau départ. Mon entreprise était devenue mon ancre, prospérant sans l'ombre du contrôle de mes parents.
J'étais à un événement médiatique, en train de réseauter avec des journalistes locaux, quand j'ai vu Mathieu de l'autre côté de la foule. Mon cœur s'est arrêté. Il avait l'air hésitant, ses yeux cherchant les miens. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il était parti, me laissant avec des questions qui me hantaient. « On peut parler ?» a-t-il demandé, sa voix douce, mais urgente. J'ai hoché la tête et nous nous sommes éloignés de l'agitation de l'événement. « Je te dois la vérité » a-t-il dit, les mains dans les poches. « Tes parents m'ont poussé à te quitter. Ils ont dit que je te freinais, que je ruinerais ton avenir. J'ai pensé que te laisser partir était le seul moyen de te protéger. » Ces mots m'ont frappé comme une vague, confirmant les soupçons que j'avais enfouis. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé, ma voix tremblant de douleur et de soulagement. Mathieu a baissé les yeux. « Je ne voulais pas que tu les affrontes à cause de moi. Je pensais que tu serais mieux sans moi. » J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. « Je les ai affrontés de toute façon » ai-je dit. J'ai repris mon entreprise, ma vie. Je suis libre maintenant, Mathieu. Et je l'ai fait pour moi. Ses yeux se sont adoucis, une lueur d'espoir perçant. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-il dit. À ce moment-là, j'ai su que nous pouvions reconstruire. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais coupé les ponts avec mes parents, comment j'avais choisi mon propre chemin. À la fin de la soirée, nous rions, un rire hésitant, mais réel, comme au premier jour de notre rencontre. Quelques mois plus tard, nous nous tenions dans ce même parc, échangeant nos vœux lors d'une petite cérémonie. Personne de la famille n'était là. Mon père et ma mère avaient disparu de ma vie. Leur absence était un choix que j'avais fait pour protéger ma paix. Notre mariage était simple, entouré d'amis qui étaient devenus ma famille. Mathieu m'a serré la main alors que nous nous promettions d'affronter l'avenir ensemble. Sans condition, sans contrôle. Mon entreprise a continué de croître, décrochant des clients importants et se tenant solidement sur ses propres jambes. J'avais prouvé que je n'avais pas besoin de l'argent ou de l'approbation de mes parents pour réussir. Pendant ce temps, j'ai appris par des contacts de l'industrie que mon père et ma mère avaient des difficultés. Leur décision de retirer les fonds de mon entreprise au mauvais moment s'était retournée contre eux, épuisant leur fiducie et ternissant leur réputation dans les cercles immobiliers de Jacksonville. Je ne me suis pas réjoui de leur chute, mais cela a confirmé ce que j'avais appris. Leur contrôle était construit sur un terrain fragile. Ils avaient essayé de m'enchaîner à leur monde, mais je m'étais libéré. En regardant en arrière, j'ai réalisé que le coût de ma liberté était élevé, mais nécessaire. J'avais perdu ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus grand. Une vie construite sur mes valeurs, pas les leurs. L'amour, ai-je appris, n'était pas une question de sacrifice ou de contrôle. C'était une question de confiance et de se choisir mutuellement chaque jour. Mathieu et moi en étions la preuve. Alors que je me tenais dans ce parc, sa main dans la mienne, je savais que j'avais fait le bon choix. Le passé était révolu. Et j'étais enfin libre.